Bonjour, bienvenue au cours de modélisation avancée des solides déformables. Lors du premier cours, nous avons vu les différentes échelles de temps. Aujourd'hui, nous allons étudier une parmi elles, celle qui concerne la propagation des discontinuités. Reprenons l'exemple que nous avions considéré dans les premiers exposés. Un poteau de hauteur L, encastré en 0, reçoit un impact dans son extrémité haute A égale à L. Il est possible de faire plusieurs modèles distincts pour ce type de situation. Nous allons examiner quelques-unes par la suite. Les premiers modèles que nous allons considérer est le modèle énergie-vitesse. Dans tous les modèles, nous devons prendre en compte l'équation du mouvement du poteau, que voici, et la condition d'encastrement à l'origine. Pour les modèles énergie-vitesse, nous allons traduire l'impact par une vitesse qui est imposée à l'extrémité supérieure du poteau. Cette vitesse sera déterminée de manière que l'énergie transmise par l'impact soit fixe. Nous traduisons donc l'impact par une discontinuité de la vitesse à l'instant 0, qui passe instantanément de 0 à la valeur dv. La valeur de dv est la racine de 2e sur m, e étant 1 demi de m fois dv au carré, c'est-à-dire que l'impact correspond à l'énergie cinétique transmise par une masse m au poteau. Mais nous pouvons adopter un autre point de vue. Par exemple, nous pouvons construire un modèle énergie-force. Nous avons toujours l'équation du mouvement du poteau et la condition de l'encastrement à l'origine. Cependant, maintenant, nous allons traduire l'impact par une force appliquée à l'extrémité haute du poteau A égale à L. La force passe instantanément de la valeur 0 à la valeur dF et elle s'y maintient pendant un intervalle de temps très court dt. La valeur de dF est calculée de manière à ce que son travail corresponde à l'énergie transmise au poteau. Nous avons donc dF égale à 1 sur dt racine de me sur 2. Comme nous voyons, le travail de cette force pendant l'intervalle de temps dt correspond à l'énergie E. Il est aussi possible de considérer un modèle énergie, quantité de mouvement, force, dans lequel nous allons traduire l'impact par une force, mais cette force va représenter non plus l'énergie, mais la variation de la quantité de mouvement transmise au poteau à cause de l'impact. Cette variation est déterminée à partir de l'énergie de l'impact. Tous ces modèles ont en commun la propagation d'une discontinuité. Cependant,
Ils ont des propriétés distinctes et conduisent à des résultats différents. Ceci explique leur faible popularité dans le domaine de la mécanique des solides. Cependant, la propagation des discontinuités est un sujet important en fluide et en acoustique. Pour aller un peu plus loin et comprendre les méthodes qui peuvent être utilisées pour l'étude de la propagation des discontinuités, considérons la loi des comportements du poteau. La tension est K fois epsilon, où epsilon est la déformation U' et K est une constante qui est les modules d'élasticité multipliés par la section droite. Nous avons donc une équation de mouvement qui s'écrit sous la forme ci-dessus. ES d2u dx2 plus ρgs égale à ρs d2u dt2. Nous pouvons tout diviser par ρ, S, et nous avons l'équation classique E sur ρ d2u dx2 plus g égale d2u dt2. Lorsqu'on s'intéresse à la propagation des discontinuités, on transforme cette équation en introduisant un vecteur des deux inconnus, du dx et du dt. Nous observons que la dérivée du vecteur u par rapport au temps est égale à la dérivée par rapport à x du vecteur du dt et sur ρ du dx, à laquelle on rajoute un vecteur 0g. Nous pouvons écrire ces équations sous une forme matricielle vectorielle. En introduisant la matrice A qui est voici, les vecteurs G qui est voici, nous avons du dt égale à A du dx plus G. On commence par déterminer une solution particulière qui nous permettra d'éliminer les termes G. On pose U égale à U indice G plus petit u. On détermine A du dg dx plus G égale à 0. Une solution est statique. Avec cette solution statique, nous pouvons obtenir facilement la valeur du U indice G, qui est égale à x qui multiplie A moins 1. Nous obtenons alors une équation homogène pour petit u. Du dt égale à A du dx. C'est cette équation-là qui sera étudiée, les termes d'équilibre étant calculés à part. Classiquement, pour déterminer une solution de cette équation, on pose x sur t égale à xi et nous cherchons u sous la forme w de xi. En calculant les dérivées des u par rapport au temps et par rapport à x, nous obtenons les expressions que voici. En les remplaçant dans l'équation du dt égale à A du dx, nous voyons que W' est un vecteur propre de la matrice A associé à la valeur propre xi. Dans le cas de notre matrice A, il est aisé de déterminer les valeurs propres et les vecteurs propres. Les voici. Les vecteurs propres sont de la forme 1 racine d'I sur E ou moins 1 racine d'I sur E. Et les vecteurs propres sont plus ou moins racine d'I sur E. Nous allons donc chercher une solution de la forme U1 de x moins xi1 t plus U2 de x moins xi2 t.
En général, il est plus aisé de poser C égale la racine d'I sur O et chercher une solution de la forme alpha U1 de x plus ct plus bêta U2 de x moins ct avec U1 et U2. Cette analyse permet de faire apparaître des fonctions de W qui sont constantes. Ces fonctions sont dites les invariants de Riemann et sont notées par R. Une fonction R de W est un invariant de Riemann lorsque sa dérivée par rapport au temps est nulle. On peut démontrer que pour qu'une fonction R soit un invariant de Riemann, son gradient doit être orthogonal à W'. Dans notre cas, il est aisé de déterminer deux invariants de Riemann qui sont RI égale à W2 plus ou moins W1 racine de E sur O. Parmi les formules classiques permettant de résoudre cette équation, nous trouvons la formule de D'Alembert, qui est obtenue en imposant les conditions initiales. Elle nous permet de déterminer les fonctions U1 et U2 telles que la solution U de xt soit la somme des U1 de x plus ct avec U2 de x moins c fois t. Une méthode encore plus générale que la méthode de D'Alembert est la méthode des caractéristiques. Cette méthode part d'une analyse dans le plan x, t. Nous considérons l'état initial connu en t égale à 0, c'est-à-dire que les valeurs sont connues sur un segment horizontal placé dans l'axe des x. Nous avons aussi des valeurs connues à l'extrémité a égale à L. Selon les modèles utilisés, nous connaîtrons la vitesse ou la force. Supposons que ce soit la force. Enfin, nous connaissons aussi la condition à l'origine, puisque le poteau est encastré. Dans ce plan, nous pouvons considérer une famille de droites parallèles dont l'équation est x moins c fois t égale à x2, avec x2 qui va varier entre 0 et L. Nous pouvons aussi considérer une famille de droites, elle aussi parallèles, ayant pour équation x plus c fois t égale à x1, où x1 va lui aussi décrire l'intervalle 0, L. Considérons un point xt qui se trouve à l'intersection des deux de ces droites. En réalité, tout point de domaine s'y trouve à l'intersection des deux de ces droites ou d'une de ces droites et une des droites verticales bleues ou rouges. Or, dans chacun de ces points, nous avons une propriété intéressante. En effet, les invariants de Riemann sont constants en fonction du temps. Donc, en partant de point x1 et du point x2, nous connaissons les valeurs des invariants de Riemann. En suivant la droite, nous arrivons au point d'intérêt. Et dans ce point, nous avons la même valeur pour les deux invariants de Riemann. Donc, nous avons deux équations pour deux inconnus qui nous permettent de déterminer la solution du problème au point xt. La situation est identique si les points s'y trouvent sur les bords. Nous avons dans ces cas une seule des droites qui passe par les points,
mais nous avons la donnée sur la droite verticale, de manière que nous avons toujours deux équations pour deux inconnus. Ces méthodes ont connu leur heure de gloire lorsque les ordinateurs étaient rares et peu performants. De nos jours, ces méthodes sont délaissées au profit des méthodes numériques faisant appel à l'informatique. Par exemple, la méthode des volumes finis, ainsi que d'autres schémas de discrétisation, comme les schémas de Lax-Friedrichs, les schémas de Godunov, les schémas de Rowe et une multitude d'autres. Il faudra néanmoins faire attention aux conditions ou discontinuités lorsque vous utilisez ces schémas. Rappelons qu'en mécanique des milieux continus, vous écrivez des lois de conservation qui peuvent être écrites en eulérien ou en lagrangien. En tout cas, ces lois de conservation imposent des conditions au passage des discontinuités. En termes de propagation d'ondes, ces conditions se traduisent dans des conditions dites des Rankine ou Gonio qui doivent être respectées lorsqu'on a une discontinuité. Les conditions de Rankine ou Gonio pour l'équation générale du dt égale à ddx de f de u s'écrivent f de u plus moins f de u moins, la différence entre la valeur à droite et la valeur à gauche, égale plus ou moins c u plus moins u moins. Encore une fois, u plus étant la valeur à droite, u moins la valeur à gauche. Le signe est cohérent avec les signes de CT dans l'onde considérée. Par exemple, dans notre équation concernant les poteaux, nous avons f de u égale à a fois u. Nous avons donc la condition a u plus moins u moins égale à plus ou moins c u plus moins u moins. Ce qui montre que la discontinuité u plus moins u moins est obligatoirement égale à un vecteur propre de la matrice A. Nous avons donc seulement deux possibilités pour la discontinuité, soit u plus moins u moins est égal à un multiple de 1 racine de sur ρ, soit il est égal à un multiple de moins 1 racine de e sur ρ. Comme nous l'avions déjà remarqué, en mécanique des solides, il est très rare qu'on cherche à suivre une discontinuité de manière précise. Le plus souvent, nous sommes intéressés à la valeur des contraintes ou de leur amplitude de variation ou encore à des déplacements. Mais nous ne cherchons pas à suivre de manière précise une discontinuité. C'est ainsi que ces méthodes sont peu utilisées dans les domaines de la mécanique des solides. Dans la mécanique des solides, il existe des alternatives plus simples, capables de fournir les informations dont nous avons besoin. Par exemple, la méthode de Newmark ou les méthodes fréquentielles. Vous voyez ici une simulation. La première ligne présente les résultats d'une méthode fréquentielle. La deuxième ligne présente les résultats de la méthode de Newmark. Ainsi, ces méthodes s'adressent plutôt à la mécanique des fluides ou à l'acoustique. Leur utilisation en mécanique des solides est beaucoup plus rare. En mécanique des solides, nous allons nous orienter plutôt vers les méthodes fréquentielles ou la méthode de Newmark. Vous voyez ici une simulation avec la méthode
de Newmark. La méthode de Newmark a été étudiée en mécanique analytique. Les méthodes fréquentielles ont été étudiées dans les cours des vibrations, mais nous réviserons ces choses-là. Merci, au revoir.